Bernard Sablonnière, bonsoir. Vous êtes professeur de biologie moléculaire à la faculté de médecine de Lille et vous publiez Les nouveaux territoires du cerveau chez Odile Jacob. Bonsoir. Bernard Sablonnière, est-ce que vous diriez que c'est l'une des grandes inégalités de la vie, le cerveau? Il y a ceux qui naissent avec un cerveau bien fait et puis il y a ceux qui naissent avec un cerveau moins performant, on va dire. Sans doute, mais l'inné fait très peu. Et l'acquis va façonner, va développer, va améliorer ceux qui, par mégarde, auraient un programme génétique un petit peu limité dans la façon de former le cerveau à la naissance. Ça veut dire que c'est de la pâte à modeler un peu vierge quand on est, et puis c'est avec l'âge que les neurones, les connexions, tout ça va se faire. Quelles sont les grandes étapes du cerveau et à partir de quel âge? Absolument. Chez l'homme, notamment, le cerveau est très immature. On sait maintenant, par les dernières données de l'imagerie, qu'il sera définitivement formé pas avant l'âge de 25 ans, dans toutes ces connexions. Donc, grosso modo, il y a l'âge du Big Bang, c'est-à-dire dès le 28e jour de grossesse, les neurones commencent à pousser. Il y en aura 90 milliards à la naissance. Les connexions se forment, déjà in utero, puis ensuite pendant la petite enfance. Pendant l'adolescence, ça se termine. On arrive au haut débit, c'est-à-dire la gaine de myéline permet d'avoir des connexions extrêmement rapides. Et puis après, ça se maintient toute la vie, même à un âge avancé, avant un certain déclin. Alors, qu'est-ce qui abîme le cerveau? On dit souvent pas de drogue, pas d'alcool dans l'adolescence, parce que le cerveau n'est pas terminé. On a raison? Tout à fait raison. Et c'est là l'une des découvertes remarquables des dernières années. Donc jusqu'à 25 ans, il ne faudrait pas boire d'alcool, si je vous suis bien. Il n'y a pas que l'alcool, il y a des tas de choses qui peuvent abîmer le cerveau, le cannabis qui abîme la mémoire, etc. Le manque de sommeil. Et à l'inverse, alors il vieillit, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour retarder au maximum le vieillissement du cerveau? Alors il y a trois aspects principaux dans les découvertes de la médecine récente. C'est soigner les gros vaisseaux, c'est-à-dire soigner la tension artérielle pour que l'approvisionnement en sang et en oxygène soit correct. Faire attention à ne pas d'excès alimentaire pour éviter le surpoids, éviter le diabète, qui envoient des signaux inflammatoires dans le cerveau et qui vont favoriser des années plus tard l'éclosion éventuelle d'une démence. Ah oui. Et puis vous dites aussi, utiliser les neurones ou les perdre. En gros, il faut pas s'abêtir, quoi. Un peu comme un devient muscle. bête. Si on fait rien, un peu comme un muscle, ça s'entraîne. C'est-à-dire que si vous stimulez fortement vos capacités cérébrales, eh bien, vous avez des nouveaux neurones qui vont remplacer les neurones usagés, ce qu'on appelle la neurogénèse, et réparer ainsi un certain nombre de facultés. Quand on pense à quelque chose, on voit très bien maintenant, il y a des parties du cerveau qui s'activent. Professeur, est-ce qu'un jour, on pourrait imaginer une machine qui serait capable de lire dans nos pensées? Alors, il y a des projets dans le domaine. Déjà, actuellement, avec ce qu'on appelle l'électroencéphalographie haute résolution, on arrive à repérer quels sont les réseaux de neurones qui s'activent. Et on arrive même, avec des tests un peu sophistiqués, réussir à lire quelques mots dans la pensée des gens. Évidemment, c'est des tests simples. Si vous pensez aux vacances, si vous pensez... Non ? Non, pas ça. Ça correspond à une liste de mots et on arrive à repérer à peu près quel mot aura été choisi, mais ça ne va pas plus loin. Mais c'est le début. C'est le début. Il y a un projet remarquable à l'échelon européen, puis à l'échelon international, qui est le Human Brain Project, qui vise à simuler sur ordinateur les connexions. Mais je vous rassure, on en est très loin. Mais quand on voit que cet ordinateur-là de Google, qui s'appelle AlphaGo, qui est capable de battre le meilleur joueur du monde du jeu de Go, dont on dit que c'est un jeu ultra complexe et dont on pensait que jamais l'homme ne pourrait être battu, est-ce que ça veut dire qu'un jour on pourra reproduire les performances du cerveau humain? Est-ce qu'on s'en approche? Par cet ordinateur-là, vous approchez uniquement une petite partie de l'intelligence, qui est la logique de raisonnement intuitif ou la logique du raisonnement du jeu d'échecs ou de ces jeux-là. Mais de là à reproduire, à simuler toutes les autres capacités de l'intelligence, je pense qu'on en est loin. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un cerveau est performant? Est-ce que c'est sa taille? Est-ce que c'est le nombre de connexions? Dit autrement, est-ce que vous seriez, si je vous donnais le cerveau d'Einstein, vous diriez, ah oui, lui, c'est un bon cerveau? Alors, il y a plusieurs choses. Au cours de l'évolution des hominidés, c'est sûr que bigger is better. C'est-à-dire que c'est l'espèce humaine qui a le plus gros cerveau par rapport au poids du corps. Après, il y a le nombre de connexions. Il y a le nombre de neurones dans le cortex. C'est l'homme qui a le nombre de neurones dans le cortex le plus élevé. Et puisque vous parliez d'Einstein, certains scientifiques ont évoqué le fait que dans le cerveau d'Einstein, on a trouvé beaucoup de cellules nourricières, des cellules gliales. Il en avait peut-être plus que ses congénères. Mais cela est un peu battu en brèche et il reste à découvrir encore beaucoup de choses. Le cerveau ne se repose jamais? Non, il ne se repose pas parce que même la nuit, quand vous êtes en sommeil profond, il y a encore à peu près 60% des neurones qui fonctionnent. Parce qu'il fonctionne dans un réseau qu'on appelle un peu hasardeux, qui fait qu'il va faire fonctionner
en global des réseaux qui n'activent pas pendant la journée. Et ça nous permet de mémoriser, de mettre un peu de l'ordre dans nos pensées du jour et de les ressortir le lendemain avec plus de motivation. Alors vous dites, oui, on ne retient de mémoriser. On ne retient que 1% des informations qui nous sont parvenues à la conscience. Non, mais la question qui est par là, c'est est-ce que c'est grave, docteur, si j'ai des troubles de la mémoire? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, et non, parce que derrière, c'est la crainte d'Alzheimer qui nous agite tous. Alors souvent, les troubles de mémoire qu'on a sont des troubles liés au fait qu'on fait fonctionner son cerveau trop vite. On est un peu stressé. Quand on se hâte, on va activer une forme de mémoire immédiate et puis on va éliminer d'autres formes de mémoire. On concentre son cerveau sur certaines formes de mémoire. Le stress chronique, lui, avec le cortisol, il va abîmer la mémoire à long terme. Donc c'est vrai que le fait de stresser son cerveau en permanence, c'est pas bon pour la suite. Alors, et pour ça, il faut le reposer, notamment profiter d'un très bon sommeil et essayer de lutter contre un stress permanent. Et alors, Alzheimer, c'est quoi? C'est une dégénérescence, déconnexion des neurones? Oui, alors c'est une vraie dégénérescence des neurones, c'est une vraie maladie, c'est différente du vieillissement cognitif normal qui touche toute personne au-delà de 70 ans. C'est une vraie maladie dont on ne connaît pas encore toutes les causes. Mais la recherche, évidemment, avance. Et est-ce qu'il y a des symptômes? Ils disent, attention, c'est peut-être un début d'Alzheimer. Parce que très souvent, on dit, oh là là, j'ai oublié, je ne me souviens plus de ce mot. Et on se dit, mais mon Dieu, j'ai Alzheimer. Alors, il y a des tests de mémoire qui sont adaptés pour dépister cela, notamment une échelle de mémoire simple. Et si cette échelle de mémoire, a priori, ne permet pas de détecter des troubles de mémoire avérés, il existe d'autres tests neuropsychologiques. Et un exemple de question auquel, si on échoue à telle et telle question, on se dit, bon, allez consulter, là, par exemple. Vous diriez quoi? Il y a plusieurs tests. On demande quel jour on est, quelle saison. On demande aux gens s'ils ont monté un étage ou un escalier avant de venir voir le docteur. On demande de faire une soustraction simple. Voilà, des choses qui vont... on demande aussi de retenir une liste de 7 noms, 6 ou 7 noms qui n'ont rien à voir. Voilà, des choses assez simples qui vont interroger différentes formes de mémoire. Quand on a un AVC... On dit souvent que c'est une partie du cerveau qui va être endommagée. Est-ce qu'elle peut se réparer? Parce qu'il y a cette idée, est-elle vraie ou fausse, qu'on aurait un stock de neurones et puis que quand c'est perdu, c'est perdu. Alors, quand il y a un véritable accident vasculaire, ça dépend de la taille du vaisseau qui est abîmé. Ouais. Évidemment, si c'est un gros vaisseau, il y a des dégâts. Mais on a ce qu'on appelle une forme de réserve cognitive. Si vous développez beaucoup vos réseaux cérébraux pendant toute la jeunesse et même pendant toute la vie, vous gardez une certaine réserve de neurones fonctionnaires. Et si, pendant la vieillesse, vous avez des micro-accidents hémorragiques, eh bien, le fait d'avoir une très bonne réserve cognitive vous protège un peu mieux contre les dégâts causés par ces petits accidents. Alors, on va parler de substances maintenant qu'il y a dans le cerveau et qui envoient des messages. D'abord, la sérotonine, c'est une substance qui sert à quoi et que nous sécrétons quand cela? Le sérotonine, c'est le couteau suisse du cerveau. Ça allume, ça ouvre énormément de serrures dans le cerveau, ça a beaucoup d'effets, ça régule le poids, ça régule l'appétit, ça tempère les ardeurs. Oui, vous dites la douleur, la sexualité, l'appétit, tout ça sont régulés, sont stimulés par la sérotonine. Ça veut dire que toutes ces sensations qu'on croit être très fortes, on pourrait, je veux dire, la faim ou la soif, tout ça, ça se passe dans le cerveau. On pourrait, avec un coupe-faim, vous enlever la soif, quoi. Absolument. Bon, c'est fascinant. La dopamine, à quoi ça sert la dopamine? C'est l'hormone du désir. Dans dopamine, vous avez DOPA. On est dopé, oui. D'accord. DOPA, facile à retenir pour les gens, désir obligé de passage à l'acte. Donc c'est vraiment l'hormone de toute forme de désir, ou la clé chimique de toute forme de désir. Donc, quand je fais quelque chose qui me fait plaisir, que je mange du chocolat ou autre chose, j'ai en fait de la dopamine qui va dire « Oh là là, c'est bien, c'est bon ». La dopamine va vous permettre de démarrer ce comportement de désir. Ouais. C'est elle qui démarre le comportement, même pour le comportement moteur. On ne peut pas avoir des pilules de dopamine? Enfin, ça s'appelle la drogue, mais bon. Non, le cerveau ne se laisse pas faire comme ça. On peut donner un précurseur qu'on utilise d'ailleurs pour traiter la maladie de Parkinson, qui est la L-Dopa, et qui sera le précurseur de la dopamine. Bon, on ne sait pas grand-chose sur le cerveau, mais le peu qu'on sait, c'est passionnant, non? On en sait un peu plus, et c'est vrai que c'est très passionnant. Merci beaucoup, Bernard Sablonnière. Donc, je rappelle votre livre, Les nouveaux territoires du cerveau, c'est chez Odile Jacob, et vous êtes professeur de biologie moléculaire à la faculté de médecine de Lille. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.